On va essayer de regrouper un peu les questions pour les intervenants, mais il y avait une question pour Gilles Pialou de Fred de Remède qui parlait du seuil de l'indétectabilité. Alors Michel l'a un peu évoqué, mais dans Partenaire, c'est moins de 200, le seuil en France est à 50. Finalement, pourquoi cette différence et pourquoi est-ce que d'un côté on est à moins de 200 et on est tranquille et de l'autre côté finalement on est à moins de 50 ou voire moins de 20 dans le suivi des personnes VIH et que ça, donc avec des éléments qui peuvent un peu perturber. Ouais. Gilles. Bon, depuis qu'on a fait 2 ans et demi de Covid, je vais me dire... Oui, vous m'entendez? Oui, oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Depuis que j'ai fait 2 ans et demi de Covid, j'ai appris à dire on ne sait pas. Donc je me suis amélioré par rapport aux 30 ans de lutte contre le VIH, où on faisait semblant de savoir. Non, c'est une réponse pour dire qu'il y a un problème là-dessus, c'est qu'on n'a pas le corrélat de contamination. Personne ne peut écrire que vous êtes contaminant, qu'une personne est contaminante à partir de tel seuil. On sait bien que, et Michel l'a très bien dit, je trouve que ça, en plus, il a une formule, une éloquence dans la formule par rapport aux personnes concernées, qui est de dire effectivement moins de 20, c'est moins de 20, le seuil des laboratoires de ville, c'est 10 fois moins que les seuils des études qui montrent qu'il y a 0 contamination. Mais par contre, c'est au-dessus, c'est-à-dire que c'est tout le problème, effectivement, de qu'est-ce que vous dites à quelqu'un qui a... bien sûr, vous ouvrez le parapluie, mais vous ne pouvez pas dire, tiens, à 1505, tu passes de l'autre côté, tu es contaminant dans telle circonstance. Personne ne peut l'écrire. En plus, ça dépend évidemment du type de rapport, ça dépend du type de virus, etc. Comme tu le sais parfaitement. Donc, je pense que il faut marteler Et moi aussi, j'ai été très touché par les 2 témoignages. Je me permets de le dire, même si c'est pas la question, parce qu'ils sont extrêmement clairvoyants et ils mêlent tous les problématiques. Donc les Suisses, c'est pas moi, et puis aussi le problème de la pédagogie. La pédagogie, c'est de dire que on a actuellement des tests qui détectent en dessous des seuils qui a prouvé qu'on n'était pas contaminant. Et je reprends l'expression de Michel Vaillant, mais parce qu'on a été nous-mêmes les artistes de ça, de dire que si, le risque zéro, ça existe. C'est compliqué d'inverser la machine. Et puis, vous savez, avec tout le truc, principe de précaution, oui, mais si vous avez 50 copies, remettez le préservatif, ça n'a pas de sens. 52 copies, mais remettez le préservatif, ça n'a pas de sens. Par contre, je le répète, on n'a pas le corrélat de contamination à partir de tel seuil, vous êtes contaminant. Est-ce que je réponds? Parce que c'est une question compliquée. Oui, non, je pense que tu as à peu près répondu. Oui, tout à fait. Oui. Alors, il y a une... Mais tu as peut-être une position différente. Oui. Non. Je pense que c'est... Enfin, déjà, Michel l'a dit, mais effectivement, je pense qu'on est, on est en phase d'individus et qu'il faut travailler au fur et à mesure avec des individus en face de nous et avec des charges virales qui sont effectivement parfois fluctuantes, mais qui ne nous inquiètent plus, loin de là maintenant. Voilà. Quand elles sont des blips, comme on disait à un certain moment. Un commentaire peut-être d'un de nos amis suisses qui parle de langage et de représentation que ce langage peut entraîner, notamment les termes de contaminé, de contamination, qui peuvent être qui sont bien relayés dans les médias. Et donc il pose la question, est-ce qu'un travail sur nos manières de parler du VIH, des modes de transmission, des stratégies de réduction des risques et de dommages dans la vie de la vie avec la VIH ne contribuerait pas à améliorer la représentation sur la question dans l'ensemble de la population? Je ne sais pas qu'est-ce qui veut répondre à cette question. Est-ce qu'on a finalement, pas la légitimité, mais le terme contaminé et contamination est-il un bon terme ou est-ce que il peut porter à confusion? Oui, peut-être. Tu veux que je réponde à ça? Oui, alors, je suis sûre que tu vas y répondre. Je vais pas me faire des amis en disant ça. On aime bien changer les mots depuis quelque temps pour désigner les mêmes choses. Bon, le mot évidemment est un mot qui peut. Enfin, bon, on parle de maladies infectieuses et dans les maladies infectieuses transmissibles, il y a des contaminations. Ça, c'est une question de vocabulaire. C'est ce que ça veut dire formellement. Après, moi, j'ai un peu l'impression que changer les mots, ça
ça n'a pas servi à grand-chose jusqu'à maintenant. C'est comme quand on a fait cette espèce de truc un peu cinglé qui a consisté à transformer les MST en IST. Il a fallu 3 ans avant que les gens pichent de quoi on parle, et ils disent toujours MST d'ailleurs. Je me suis fait engueuler dans un autre genre. Je me suis fait engueuler parce que j'avais soutenu une étude sur la sexualité des gays où on posait la question actif-passif. On m'a dit c'est des mots qu'il ne faut plus utiliser parce que ça veut dire... Bon, personnellement, j'utilise les mots que les gens en face de moi utilisent pour me faire comprendre. Et pour l'instant, en tout cas, c'est les mots qui sont utilisés. Alors, est-ce qu'il faut les changer ? Peut-être, mais je ne suis pas sûr que ça suive dans la population qui continue à utiliser des termes qui en tout cas font sens, même si on peut les trouver effectivement discriminants, stigmatisants, mais qui sont les termes que les gens utilisent pour parler d'eux-mêmes et pour parler de ce qu'ils vivent. Merci. Est-ce que vous avez d'autres éléments sur ce langage ? Si je peux me permettre, Oui. Je pense surtout qu'il faut démystifier les mots. On peut être contaminé à plein de choses. On peut être contaminé au Covid, on peut être contaminé par la grippe. Séropositif, quand on prend le terme de base, c'est séropositif à un virus, point. Donc on peut être séropositif à plein de virus, y compris la grippe, y compris... Donc des fois, il faut aussi se détendre un peu et reprendre les mots dans leur sens primaire aussi et ne pas chercher à leur faire dire des choses qu'ils ne veulent pas dire, tout simplement. Donc oui, on est contaminé, mais on peut être contaminé à n'importe quoi en fait. Il y a deux questions que je vais regrouper. Je peux rajouter quelque chose ? Oui, bien sûr, excuse-moi. C'est parce que je ne te vois pas, alors je t'oublie. Non, je trouve que c'est très important ce qu'a dit Silouane tout à l'heure. Et évidemment, il connaît la chose de l'intérieur. C'est que, par exemple, le mot séropositif, il faut lutter en permanence. C'est-à-dire quelqu'un vous dit, mais est-ce qu'il est séropositif ? C'est tout simple, c'est de demander, mais séropositif par rapport à quel virus, quel agent, etc. Enfin, parce que séropositif, je veux dire, quand vous êtes enceinte et qu'on vous fait une sérologie de la toxoplasmose, vous savez très bien ce que ça veut dire d'être séropositif pour la toxoplasmose. Donc, c'est un combat du quotidien, je pense. C'est un combat du quotidien. Et c'est très important, en fait. On a tous un rôle à jouer là-dedans. Alors, Gilles, garde la parole, parce qu'en fait, il y a deux questions qui me semblent... pour lesquelles tu peux répondre. Est-ce que l'indétectabilité est accessible à tous les PVVIH ? Et la deuxième question qui pas rejoint, mais enfin, est-ce qu'un couple sérodiscordant doit en fait prendre la PrEP quand la personne a une charge virale indétectable et prend son traitement sans interruption ? Donc je pense que, j'espère qu'on a été assez clair et que à la fin, parce que là c'était des questions finalement tôt dans nos topos, donc j'espère que les personnes qui les ont posées sont rassurées maintenant, mais peut-être enfonçons le clou. Et donc, je te relaisse la parole, Gilles. Alors, je vais surtout rebondir sur la deuxième question, parce que si la question est est-ce qu'un couple fermé, parce qu'il manque un petit mot là, un couple fermé avec toute la sécurité que ça puisse poser comme question, est-ce que le partenaire de la personne sous traitement efficace à charge virale indétectable doit prendre la PrEP ? La réponse, c'est évidemment non. Mais on sait évidemment, parce que là, c'est justement ce qu'on s'est attelé à expliquer, tous les uns les autres, mais évidemment, toute la complexité, c'est qu'il y a des couples très ouverts et que le partenaire ou la partenaire peut avoir des rapports avec d'autres et auquel cas être assujetti à la PrEP avec tout ce que ça comporte de complexité dans le couple. Donc là-dessus, c'est assez simple à répondre. Et la première question, c'était sur... Est-ce que tout le monde est accessible à l'indétectabilité ? Personne séropositive pour le VIH peut atteindre l'indétectabilité. C'est la norme. Après, oui. Qu'est-ce qui peut... Je veux dire, dans les hôpitaux où on travaille, toi et moi, on est à plus de 92% ou 95% de détectabilité. Évidemment, il faut s'occuper de ceux qui ne le sont pas. Et on connaît un traitement bien pris actuellement dans les conditions... Alors évidemment, après, il y a des exceptions, il peut y avoir des virus multirésistants, mais il y a des traitements pour les virus multirésistants. Donc oui, l'indétectabilité est accessible à tout le monde. Merci. Je me tourne vers Bruno. Quel recours juridique pour les PVVIH dont le statut est révélé à des tiers sans consentement ? Quels sont leurs recours à eux sur le plan juridique ? Par exemple, services professionnels de santé, police, médias, particuliers. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire finalement eux-mêmes avec le juridique ? Tout dépend de la personne qui a révélé
l'état de santé, la manière dont ça s'est passé, le média qui a pu servir au dévoilement. On parlait par exemple d'un professionnel ou d'une professionnelle de santé. Pour le coup, on a des instances ordinales qui sont en charge de justement de réguler ces manquements à l'éthique dont on parlait tout à l'heure, parce que c'est clairement un manquement à l'éthique, une violation du secret médical qui est extrêmement grave et qui, pour le coup, relève des instances ordinales, que ce soit médecins, chirurgiens dentistes, gynécologues, sages-femmes, enfin voilà. Évidemment, quand ça se passe dans un couple et dans un milieu qui est restreint, vous avez l'atteinte à l'intimité de la vie privée, sur laquelle on peut agir, et notamment pour obtenir une réparation civile, mais également l'interdiction, par exemple, de reproduire telle ou telle chose, mais vous avez une multitude malheureusement de médiums qui peuvent servir pour révéler l'état de santé d'une personne. Et je me souviens assez récemment d'un conjoint qui, au moment d'une séparation, a simplement pris un bilan médical sans rien faire d'autre, sans rien rajouter d'autre, et l'a envoyé à l'assureur. Voilà, évidemment, il y a eu un dépôt de plainte. Ça n'a pas empêché pour autant le fait que l'assureur s'en serve. On est intervenu justement en rappelant qu'il s'agissait du recel d'une information que l'assureur n'aurait jamais dû avoir, ce qui a permis au final qu'ils ne s'en servent pas. Mais oui, il y a des recours qui vont dépendre des personnes, mais souvent les juridictions civiles. Voilà. Deuxième question juridique, c'est dans quel cadre de loi on est dans l'exemple que tu as donné de cette personne qui a été arrêtée sur son lieu de travail et qui a été mise en garde à vue, c'est la personne est un peu choquée et se demande dans quel cadre on est là pour permettre ça. Eh bien, dans ce cas-là, la personne agissait sur dénonciation de son conjoint qui disait que ils avaient eu des relations sexuelles non protégées, qu'ils n'étaient pas au courant que la personne vivait avec le VIH et qu'ils pensaient être contaminés par le VIH. Les gendarmes se sont immédiatement dépêchés. Visiblement, il n'y a pas d'autre urgence dans la vie que celle-ci, sur le lieu de travail de la personne et l'ont placé en garde à vue. L'ont placé en garde à vue, ça veut dire qu'ils ont soupçonné l'existence d'une infraction. Et pour le coup, l'infraction, c'était l'administration de substances nuisibles, en l'occurrence le VIH. L'ont placé en garde à vue pendant près de 48 heures. Voilà. Et nous, on est intervenu au moment de la garde à vue pour essayer de mettre fin à ce qui était complètement ahurissant. Voilà. Mais malheureusement, ça existe toujours. On va continuer avec d'autres questions. Peut-être pour Michel, celle-ci. Quelqu'un qui dit, mais sur certains sites, on demande quelqu'un de clean. Et donc, si j'ai une charge virale indétectable, est-ce que je peux en toute tranquillité répondre que je suis clean? Voilà, c'est un vaste débat parce que c'est moins la question enfin bon, c'est ça, c'est l'histoire du clean. Enfin, c'est un combat de beaucoup de gens depuis très très longtemps. Enfin, le clean c'est propre, ça veut dire que ce qui n'est pas clean c'est mal propre, et ça dit des choses qui sont d'une violence absolument incommensurable. Ça veut surtout rien dire en fait. Ce qui est terrible dans cette histoire, c'est que ça sert à rien ce genre de questions parce que n'importe qui peut dire ce qu'il veut, et surtout, enfin, je veux dire, encore une fois, on attrape le VIH en général avec quelqu'un qui en est porteur et qui l'ignore, et qui souvent pense qu'il est séronégatif, avec le plus souvent même de très bonnes raisons de penser qu'il l'est, d'ailleurs, sauf qu'il se gourre, et ça, c'est toute la question est là. L'épidémie, elle repose là-dessus. Quelqu'un qui pose la question du clean, c'est quelqu'un qui manifestement n'a rien compris à ce que c'est que la prévention du VIH, et de toute façon, c'est une injonction à dire à l'autre
dis-moi que tu es clean, comme ça tout ira bien. Alors il y a des militants, j'en connais, qui vont systématiquement reprendre les personnes qui utilisent ce genre de terminologie pour leur entrer dans l'art, ce qui via application n'a pas forcément un impact majeur, mais au moins ils le font et c'est déjà pas mal. Je dirais autre chose aussi, c'est un de mes dadas, ça aussi, mais bon, quand on dit je suis indétectable, ça veut dire aussi je suis indétectable en tant que séropositif, et je pense que c'est aussi le rêve de beaucoup de gens de ne pas être stigmatisé ou de temps en temps mettre sa séropositivité un petit peu derrière l'oreille et penser à autre chose. De fait, en tout cas, si on regarde ce qui se passe sur les applications de rencontres gays, tout le monde est sous PrEP. Personne n'est séropo. Tout le monde est sous PrEP, et il y a une raison pour ça. C'est parce que, aujourd'hui, quand quelqu'un dit qu'il est séropo, bien qu'il soit sous traitement, parce que globalement, il faut se rappeler un truc, quelqu'un qui est séropositif aujourd'hui, donc qui le sait, il est sous traitement. Et sa charge-là est indétectable à de rares exceptions près. Et moi, quand je regarde, en tout cas moi, dans ma file active, les gens qui n'ont pas une charge virale inférieure à 200, ou c'est parce qu'ils ont commencé le traitement il y a une semaine, donc forcément, ça n'a pas eu le temps de... Mais on en est là aujourd'hui, et ça n'a plus aucun sens de poser ce genre de questions. Mais finalement, la question que vous posez, c'est pas tellement la question de qu'est-ce qu'on... En tout cas, clairement, vous n'êtes pas contaminant, évidemment. Mais qu'est-ce qu'on va répondre? Comment proposer une réponse intelligente à une question bête? C'est ça, en fait, l'histoire. Et là-dessus, je ne suis pas sûr de pouvoir apporter un point de vue très éclairant. Bon, mais peut-être que je ne sais pas si ça va aider la personne oui, à avoir une réponse claire, plutôt brève. Alors, il y a une autre question pour le représentant de Aide, qui est: avez-vous les moyens de mesurer l'impact de vos campagnes de communication? Sous-entendu, on veut tous que les campagnes contribuent à informer et modifier les comportements, mais est-ce qu'on a des informations sur l'impact? Évidemment, c'est très compliqué, les campagnes, surtout des campagnes d'affichage, mais Santé publique France le dirait de la même façon, c'était à moins de faire des grandes enquêtes d'opinion avant et après, en considérant que oui, c'est très difficile sur des campagnes d'affichage, plus sur des campagnes numériques, des campagnes sur les réseaux sociaux, des campagnes où on va avoir un nombre de vues, un nombre de reprises, un nombre de voilà. Donc, mais après, on peut aussi évaluer sur le. Je sais également, par exemple, qu'on avait fait alors pour le coup, c'était pas sur la question de l'indétectabilité, une campagne sur la PrEP. C'était par rapport à celle que vous voyez derrière moi, là, en noir et blanc. Cette campagne-là, c'était la première dans l'espace public. Et puis, quand on en regardait les chiffres de la PrEP un an plus tard, puisqu'ils sortent un an après, on voyait qu'il y avait quand même au mois de juillet, au moment où, un mois après avoir fait cette campagne, qu'il y avait une grosse augmentation du nombre de gens qui sont allés demander la PrEP à leur médecin. Donc, là, dans ce genre de cas, on peut estimer qu'il y a une relation de cause à effet. Après, sur l'indétectabilité, sur ce message de tolérance et d'ouverture et de compréhension de cette donnée scientifique-là, c'est compliqué d'avoir des... C'est compliqué de se dire, en tout cas, c'est ma campagne qui a eu cet effet-là. Ça peut être la campagne, mais ça peut aussi être les articles de journaux, la rencontre. Voilà, il y a plein de choses qui modifient les mentalités et c'est difficile de les évaluer par une campagne d'affichage. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a Oui, merci. chose à dire là-dessus. Une autre question, alors peut-être pour Gilles. Il a été question de relations sexuelles, d'allaitement, et qu'en est-il pour le sang? C'est-à-dire, est-ce que l'indétectabilité ou le risque de contamination n'existe pas et dans le cadre du sang? Je ne sais pas si c'est les AES dont il est question en sous-jacent, mais c'est vrai qu'on n'a pas évoqué peut-être ce qui concerne le sang. Oui, enfin, dans l'algorithme des accidents d'exposition, je veux juste rajouter un mot au témoignage de Thaïs tout à l'heure sur l'allaitement. Elle a complètement raison, c'est-à-dire qu'on attend les recommandations françaises qui sont en retard sur les autres pays, dans l'Angleterre, parce que c'est vrai, c'est une globale incompréhension qu'on n'ait pas inscrit
le traitement comme outil de prévention de l'allaitement. Donc, c'est pas la question. Sur le sang, dans l'algorithme de prise en charge dans les recommandations internationales des expositions d'accidents au sang, notamment chez les soignants, on prend évidemment complètement en compte la charge virale, et quand la charge virale est indétectable. Alors après, on ne peut pas refuser à quelqu'un qui veut un traitement post-exposition 4 semaines d'antirétroviraux, au nom de quoi. Mais globalement, la charge virale indétectable fait que vous expliquez qu'il n'y a pas une indication, à part des exceptions, à mettre la personne sous traitement post-exposition. Donc oui, c'est complètement intégré dans l'algorithme. La charge virale, elle est indétectable, mesurée dans le sang. Déjà, donc finalement, c'est presque une évidence. Et pourtant, il y a le mystère de la charge virale indétectable fait que beaucoup de gens se posent la question. Et effectivement, c'est une question qui est souvent posée, alors qu'on pourrait se dire, oui, dans le sang, on est sûr qu'elle est indétectable, mais ailleurs, est-ce qu'elle l'est? C'est plutôt ça la question qu'on attend logiquement, et c'est pourtant pas comme ça que les gens le vivent. Le problème qu'il y a quand même, et ça, je veux dire, nous, en tant que soignants, on a intérêt à faire une sacrée remise en question. N'importe quelle personne qui vient dans un service d'urgence avec un vague contact avec quelqu'un qui serait séropo, ou pire, qui est séropo, et qui donc est traité, etc., se retrouve gratifié d'un traitement. Et je connais très peu d'endroits où l'infectiologue qui va réévaluer 2 jours après va lui dire « Non, mon gars, tu n'as pas besoin, stop, on arrête là ». Et ça, c'est à partir du moment où vous expliquez à quelqu'un que sa charge virale est indétectable, qu'il ne contamine pas, mais que le premier bonhomme ou la première nana qu'il a croisé va se retrouver sous 4 semaines d'antirétroviraux parce qu'ils ont vaguement gnognoté, et encore parfois pour pas grand-chose, ben on casse tout le boulot là. Et c'est compliqué. Et ça, je trouve que la pratique de prise en charge des accidents d'exposition, elle est quand même assez problématique encore aujourd'hui. Une autre question, je pense que c'est pour toi, Michel. La sérophobie est-elle plus importante dans le milieu homosexuel? En tout cas, elle ne l'est pas moins. Ça, c'est certain. La phobie, en général, est très importante dans le milieu homosexuel. En fait, ce qu'on oublie, c'est que toutes les minorités qui sont censées s'affranchir de normes vont créer elles-mêmes d'autres normes qui vont être parfois tout aussi pesantes. Et donc, il ne faut pas être naïf ou fleur bleue. Il y a dans le milieu gay, il y a aussi des normes, il y a aussi des choses qui se mêlent. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde était tellement traumatisé par 40 ans de VIH que tout le monde rêve de vivre sans l'existence du VIH. On est en train d'y arriver puisque finalement, si on réfléchit bien, l'objectif zéro contamination 2030, il est tout à fait tenable aujourd'hui. En tout cas, on a exactement tous les moyens disponibles. Mais pour ça, ça veut dire qu'il faut encore qu'on puisse avoir le droit d'être séropositif, avoir le droit de le dire, avoir le droit de vivre avec. Et ça, c'est pas encore gagné. On en revient à la question du clean, et c'est un gros enjeu qui en plus est à refaire en permanence avec le renouvellement des générations qui chacune va réapporter des nouvelles normes, des nouvelles craintes, des nouvelles incompréhensions avant qu'elle ait compris à peu près comment ça marche. Je veux juste rajouter un complément à ce qu'a dit Michel, si vous permettez, qui n'a pas besoin de complément normalement. C'est que effectivement, comme il l'a dit tout à l'heure, parce que ça, moi j'ai ça dans ma consultation, il plaisantait sur le fait que tout le monde est sous PrEP sur Grindr, etc. Mais le nombre de patients qui préfèrent cocher la case PrEP que d'avoir expliqué le TAS, et effectivement, c'est une responsabilité à nous, en tant que soignants, de ne pas avoir hissé, compte tenu du niveau d'efficacité de protection, je l'ai dit tout à l'heure, 96%, c'est quand même hallucinant de protection, voire 100%, donc en dehors des études, d'avoir hissé le traitement comme outil de prévention, donc le U-EGALI, à la même hauteur que la PrEP. Parce qu'effectivement, l'entre-deux, c'est le fantasme, c'est le clean, et je pense qu'on a un gros boulot à faire ça, mais il y en a beaucoup qui ont renoncé à expliquer sur les réseaux sociaux ce que c'était que d'avoir une charge virale indétectable. Oui, je pense que d'ailleurs, tout à l'heure, Michel parlait de être clean ou pas, sur Grindr, c'est justement un épisode de sérophobie qui est quand même très massif, et c'est pour ça que moi je pense que c'est très important de systématiquement reprendre les gens et de ne pas laisser l'expression t'es clean. En tout cas, c'est un épisode et une illustration assez massive du fait que la sérophobie existe bien sûr dans la communauté HSH. Une question d'un de notre collègue à Action Traitement qui dit: est-ce que quelqu'un parmi vous a des informations sur ce que va contenir le prochain rapport d'experts sur cette question?
Alors peut-être qu'on peut aussi préciser qu'Action Traitement Pas du n'est tout. pas très content de ce qu'il y avait ou de ce qu'il n'y avait pas dans le rapport d'experts à propos de cet aspect. Moi, j'y suis plus. Donc, Non. je ne sais rien. Pas d'infos. Moi, j'ai trop de liens d'intérêt, je suis pas dedans. Il faut attendre je sais pas, mars. Oui, a priori, c'est ça, oui. Enfin, j'ai vu les personnes concernées qui m'ont dit qu'en fait, les éléments vont sortir, enfin, les chapitres vont sortir les uns après les autres. Ils n'attendent pas d'avoir tout, parce que sinon, on y sera encore en 2030, mais que potentiellement, et notamment sur ce sujet-là de la prévention et des différentes façons de prévention et du traitement, ça sortirait avant les autres chapitres, notamment social, par exemple, ou des choses comme ça. Alors, mon téléphone a bugué de nouveau. Excusez-moi. Oui, ben non, mais je peux. Excusez-moi, là, je suis dans la. J'ai posé une question alors à nos témoins. Mais qu'est-ce que vous auriez aimé avoir finalement dans vos parcours, un moment d'aide, soit associative, soit soignante? Enfin, on l'a vu un peu que vous avez eu avec le 190, et c'est très bien, mais est-ce qu'il y aurait des choses qui vous auraient fait avancer plus vite ou de façon moins douloureuse ou moins difficile? Pour ma part, moi, il y a quelque chose dans mon parcours de soignant, de professionnel de santé que je trouve un petit peu révoltant, en fait. C'est que, en tant que professionnel de santé, j'ai été aussi mal informé, en fait. Et que, en plus, encore aujourd'hui, on pourrait penser que les professionnels de santé... Enfin, je suis assez exigeant envers mon rôle de professionnel de santé et j'estime qu'un professionnel de santé doit participer aussi à ce rôle de pédagogie vis-à-vis de la sérophobie, de ce genre de choses. Et on doit être en capacité, quel que soit notre métier dans le soin, qu'on soit médecin, aide-soignant, infirmier, manipulateur radio, tech labo, je ne sais quoi, on doit être en capacité de pouvoir répondre aux questions de nos patients. A fortiori, en plus, quand on travaille dans des hôpitaux, il y a des centres où on prend en charge certaines pathologies et donc on le sait en plus, c'est pas pour rien qu'on a mis en place des consultations d'annonces pour certaines pathologies, d'éducation thérapeutique pour d'autres choses. On le sait, les patients posent des questions différemment ou se confient différemment en fonction des professionnels de santé. Et je trouve ça très problématique que moi-même je l'ai vécu et que c'est eu un impact aussi pour ma vie personnelle, ce manque d'information. Et donc ça m'inquiète de savoir qu'est-ce que les professionnels peuvent répondre. Et quand j'ai fait mon travail de début de recherche pour mon master, j'ai eu des professionnels qui donc sont dans une posture où ils sont, alors j'aime pas ce terme, mais qui peuvent être perçus par les patients comme des sachants, à tenir des propos ahurissant. Enfin, je veux dire, moi j'ai entendu des choses où quelle est votre image de la personne séropositive à l'époque c'était 2019, j'avais un descriptif digne des films des films des années 80 parce que je pense que ces films-là ont un impact important. Et en même temps, j'ai eu des propos du style ah oui, mais la personne qui l'a eu par contamination du sang, c'est pas de sa faute, elle. C'est un peu choquant, je trouve. Donc ce manque d'information des professionnels de santé, je trouve que c'est très important. Moi, pour ma part, j'aurais bien voulu que... en fait, c'est bizarre parce que comme moi, ça fait très longtemps que je vis avec ça, j'ai vraiment... et puis surtout avec tout ce truc où on m'a vraiment fait très peur en disant, même avec ton conjoint qui est séropositif comme toi, même avec lui, il faut mettre triple capote parce que tu vas le surcontaminer, vous allez mourir dans 3 mois. Donc après ça, même moi, j'ai du mal à aborder le sujet parce que j'ai cru comprendre que ma vie sexuelle, c'est pas une chose à aborder parce que de toute façon, c'est danger. Donc moi-même, j'en ai pas. Je suis pas allé au devant du médecin en disant, au fait, j'ai lu un truc sur Internet là, et c'est au détour d'une conversation dit, vous pensez que
qu'avec avec mes résultats, est-ce que c'est bon? Est-ce que vous pensez que si je fais un test et que mon compagnon fait un test, on peut... et c'est là où c'est pas été clair, où du coup, moi n'ayant pas réussi à être clair, j'ai pas eu d'informations en face claires aussi. Par ailleurs, il y a un truc que je voulais rajouter. J'ai fini par une bonne note tout à l'heure en disant maintenant je suis une maman heureuse. Mais il faut quand même dire que malgré le fait que ma dernière relation, j'avais un compagnon informé, au moindre petit truc, petite tension dans le couple, ça a été mais tu te rends pas compte les risques que je prends pour toi et tout ça. Donc c'est bien d'être informé, mais derrière ça suffit pas toujours. Donc j'ai ce petit bémol que je voudrais rajouter parce que du coup je suis une maman solo. Et en même temps, moi, quand je vais chez mon infectiologue, il regarde mon truc, il me dit bon, ça va, je dormais pour 6 mois, et puis c'est tout. Donc, à quel moment il va me parler des évolutions D'ailleurs, moi, j'en étais encore resté au flyer de aide, U égale U, qu'il fallait ceci, cela. Donc peut-être s'il y avait un petit peu plus de temps que juste regarder le résultat et remettre une ordonnance. Voilà, à bon entendeur, salut. Là, je crois qu'on revient sur les aspects juridiques. Avez-vous des informations sur les avancées des positions des assureurs sur les prêts immobiliers pour les séropositifs et les surprimes? Alors, oui, j'en ai parlé très brièvement tout à l'heure, mais il y a une avancée assez majeure qui est rentrée en application le 1er octobre, puisque la surprime, c'est-à-dire la cotisation supplémentaire liée au risque, je mets des guillemets, lié au VIH, est supprimée. Donc, il faut continuer à remplir un questionnaire lorsqu'on a un emprunt qui est supérieur à 200 000 euros ou qu'on va le rembourser avant l'âge de 60 ans. Mais il n'y a plus de surprime, donc on ne paye pas plus cher qu'une personne qui ne vit pas avec le VIH depuis le 1er octobre. Sous réserve d'avoir un bilan sanguin qui est favorable, c'est-à-dire d'avoir des CD4 supérieurs à 500 et depuis 1 an et une charge virale indétectable pareil depuis 1 an. Voilà, donc c'est une avancée majeure pour nous et on considère qu'effectivement une grande partie des personnes vivant avec le VIH aujourd'hui est concernée par cette réforme majeure. Je me permets de rebondir un peu sur ce que tu disais, Thaïs. Moi, ce qui m'avait marqué tout à l'heure dans ton propos introductif, c'est que tu disais, même maintenant, c'est un peu ceinture quand même. Oui. Et je pense que c'est une illustration absolument parfaite de ce que produit la sérophobie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les personnes qui sont abreuvées d'un discours qui dit tu es dangereux, tu es dangereux, tu es dangereux, eh bien finissent par l'intérioriser et par se dire que quoi qu'il arrive, quelle que soit l'information qui en plus imparfaite a pu être transmise, eh bien on est dangereuse et finalement c'est ceinture. Voilà, je réponds, c'est ceinture, pas seulement parce qu'on m'a dit, parce que ce que j'ai intégré, mais aussi par les réactions des différents compagnons qui, quand tout va bien, il n'y a pas de souci. C'est indétectable, je suis informé, tout va bien. Puis dès que ça va pas bien, je redeviens le danger potentiel. C'est ça. Oui, une autre question qui dit, voilà. Alors, il semble que I égale I va aider à lutter contre la sérophobie, mais que les PVVIH elles-mêmes préfèrent cacher leur statut, c'est-à-dire se dire sous PrEP, plutôt que séropo. Comment sortir de cette impasse? Donc, si je comprends bien, la personne qui pose la question dit, finalement, pour faire court et pour que tout se passe bien, je dis que je suis sous PrEP. Donc tout se passe bien. Donc comment faire avancer les choses si finalement on est obligé de mentir pour que ça se passe bien? C'est comme ça que je décode un peu. Excuse-moi, j'ai vu que c'était Guillaume qui a posé la question. J'espère que Guillaume, que je n'ai pas transformé ta pensée. C'est un peu l'objet du webinaire. Hein. Oui, c'est parce qu'il y a un temps pour tout. Je crois que c'est aussi légitime quand on est séropo de ne pas avoir toujours envie de militer du matin au soir face à n'importe quelle rencontre. On en revient à la question de qu'est-ce que je dis si on me demande si je suis clean. Moi, j'ai envie de dire, si vous avez une niquée, vous dites que vous l'êtes, et puis la vie est belle. Mais la question, c'est qu'effectivement, je veux dire, est-ce que... moi, ça me rappelle un vieux truc que certains ont connu, c'est la prévention positive.
une tarte à la crème qui a duré quelques années avant qu'on l'abandonne. C'était les séropos sont les moteurs de la prévention et c'est sur eux que ça va reposer. Ben oui, bien sûr, les mecs qui se faisaient jeter et en plus, il fallait qu'ils fassent la prévention de ceux qui n'avaient rien compris. C'était quand même la double peine. Moi, je comprends quand même que, enfin, oui, peut-être que les séropos doivent éduquer, enfin, sont des personnes qui peuvent participer à l'éducation de leurs partenaires ou de leur univers, mais enfin, je pense que les gens ont aussi le droit de pas s'exposer à se faire jeter salement en se entendant de tous les noms parce qu'ils sont séropos, parce que ça arrive et parce que c'est encore relativement récurrent, et avoir droit à un peu de tranquillité. Encore une fois, les gens ont envie d'être indétectables en tant que séropositifs et aller au-delà de ça. On peut pas leur faire porter non plus toute la charge de ça. C'est le boulot de toute la société d'évoluer. Tu me dis, Michel, je pense que Silouane tout à l'heure a dit les choses aussi de manière très explicite, c'est-à-dire qu'il y a un besoin de former les gens qui ne vivent pas avec le VIH mais qui accompagnent les personnes vivant avec le VIH, et notamment les professionnels de santé au sens large, parce que si les gens cachent aujourd'hui leur statut sérologique, c'est souvent chez un professionnel de santé, on ne va pas revenir sur les dentistes, mais enfin quand même, chez les sages-femmes, chez les gynécos, effectivement dans les services de radio, etc. etc. Et c'est là où les gens cachent leur statut sérologique. C'est assez rarement auprès de leurs proches, même si ça peut arriver. Et c'est là où je pense qu'on a besoin toujours de continuer à communiquer, de continuer à former, et aussi de continuer, ou en tout cas de commencer à réprimer les comportements qui sont clairement sérophobes. Il nous reste 1 minute. Wow. Alors écoutez, là c'est une avalanche ou un bouquet de comment qualifier, de propos élogieux pour nos 2 personnes qui ont témoigné, Thaïs et Silouane, excuse-moi Silouane. Donc voilà, donc là il y a une succession de personnes qui tiennent absolument à ce qu'on réitère vraiment des remerciements pour votre présence, pour vos propos, qui effectivement venaient éclairer tout ce qui était apporté auparavant. C'est-à-dire là on voit bien que dès qu'on retourne sur le terrain, là on ne peut pas faire l'impasse. Hein. Qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe, comment c'est vécu. Donc ça, vraiment là, vous êtes au top ce soir. Je m'excuse pour les autres, mais c'est vrai qu'il y a eu quand même là un écart. Peut-être qu'il sous-entendait merci à tout le monde, mais non, faut quand même. Si je veux être fidèle au message, là-dessus, vous avez, on va dire, vos propos ont été très parlants et ont aidé plusieurs personnes et tiennent à vous en remercier. Nous, je crois qu'on va se dire merci pour ce soir, c'est ça, non hein, c'était important pour nous, effectivement, que ce webinaire ait lieu, parce qu'effectivement, pour la plupart des personnes qui vivent avec le VIH, il y a au moins 2 événements qui sont importants dans leur parcours. Il y a l'arrivée des molécules qu'on a appelé les trithérapies, et puis le moment où on sait qu'on est indétectable, et on retrouve une expression chez beaucoup de ne plus être une bombe virale. Je me souviens que le nombre de personnes qui disent « je ne suis plus une bombe virale ». Bon, voilà. Donc c'est vrai que là, c'était important. Et surtout, comme certaines questions le posaient, c'est comment on va aller plus loin. Comment le rapport d'expert peut nous aider, mais pas que le rapport d'expert, sur, on va dire, que cette information soit connue déjà, et puis soit transformée dans les pratiques. Ben voilà, la conclusion. On espère qu'on vous a aidé à mieux gérer ces informations. Cette information d'indétectabilité, c'est la vie avec. Et on remercie toutes les personnes qui étaient derrière, je sais pas la caméra, mais l'ordinateur, qui nous ont posé des questions intéressantes et intelligentes. Et puis, on vous donne rendez-vous peut-être pour l'année prochaine avec un autre thème et un autre webinaire. Et donc, bonne fin de soirée. Au revoir.